Bonjour, bienvenue à ce webinaire qui va porter sur les milieux naturels de la tourbière Red Mill. Mon nom, c'est Catherine, c'est moi qui va animer la présentation. Je suis accompagnée aujourd'hui par deux de mes collègues. On a Léa Boutier qui est chargée de projet au service de conservation et Laurie Paradis qui est dans l'équipe de communication. Léa va s'occuper de répondre à vos questions à la fin de la présentation. Laurie est ici aujourd'hui en tant que soutien technique. Donc, la présentation est possible aujourd'hui grâce au gouvernement du Québec, à Conservation de la Nature Canada et à la Fondation Jackers. Petit survol rapide de l'ordre du jour. Donc, je vais commencer par vous présenter rapidement Nature Action Québec. Ensuite, on va entrer dans le vif du sujet. On va aborder la tourbière Red Mill. Et en troisième partie, on va vous présenter les guides des milieux naturels qu'on a créés. Donc, à la fin de la présentation, il va y avoir une période de questions, comme je le mentionnais. Donc, une petite présentation de Nature Action Québec pour commencer. Donc, Nature Action Québec, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1987. Il est reconnu comme un organisme de conservation et de bienfaisance. C'est aussi une entreprise d'économie sociale qui travaille à la protection de l'environnement. Sa mission, c'est de guider les personnes et les organisations dans l'application de meilleures pratiques environnementales. Donc, on fait face à une urgence climatique là, qui secoue toute la planète. On réalise que c'est maintenant le temps d'agir pour le bien des communautés d'aujourd'hui, mais surtout pour celles de demain. Donc, depuis près de 35 ans, plus de 35 ans maintenant, NAC s'emploie à faire bouger les choses. Donc, que ce soit par la conservation des milieux naturels à perpétuité, la planification territoriale, la sensibilisation ou encore la gestion de projets, de programmes et d'infrastructures environnementales, Nature Action Québec met son expertise au service de la nature et fait une différence en environnement. Donc, on parle d'environ 125 millions de dollars qui ont été investis pour la protection de l'environnement depuis 1987, donc depuis la fondation de Nature Action, de 1300 hectares de milieux naturels protégés, d'environ 350 projets environnementaux réalisés chaque année et de 20 000 tonnes de déchets métriques récupérés annuellement dans les écocentres que NAC gère. Donc, NAC est propriétaire de terrains et s'implique dans différents secteurs du sud du Québec qui sont représentés par la carte que vous voyez présentement à l'écran. Donc, quand NAC devient propriétaire, il s'engage légalement à protéger les milieux naturels et ce, à perpétuité. Donc, la tourbière Red Mill, qui se trouve tout en haut là, de la carte, fait partie de ces secteurs dans lesquels nous, on est actifs, principalement du côté de Trois-Rivières. C'est notre désir de développer un peu nos connaissances là, du reste de la tourbière qui a motivé l'équipe à documenter et mettre en lumière les milieux naturels de ce beau complexe de milieux humides. Donc, parlons-en justement de la tourbière Red Mill. Donc, la tourbière, c'est un complexe de milieux humides de la Mauricie qui est réparti entre 6 municipalités différentes, soit Batiscan, Champlain, Sainte-Geneviève de Batiscan, Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Maurice et Trois-Rivières. Elle s'étend sur deux MRC, donc la MRC des Chenaux et la MRC de Trois-Rivières. Le complexe est traversé d'est en ouest par l'autoroute 40, ce qui le rend super propice au développement urbain. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font de la tourbière un site d'intérêt écologique important, entre autres son étendue de 11 329 hectares. Donc, de nos jours, c'est super rare là, de pouvoir observer des milieux naturels aussi gros, non fragmentés par l'urbanisation, le développement agricole ou le développement industriel. Donc, on sait que ces trois activités-là sont indispensables aux activités humaines, mais ils peuvent être fortement dommageables pour la biodiversité et les services écologiques que peut rendre les milieux naturels et qui sont eux aussi là, essentiels à l'être humain. On a certains endroits de la tourbière où l'épaisseur du dépôt organique atteint à peu près 2 mètres. Euh, Quand on sait que l'accumulation de la tourbe, c'est environ 1,5 à 1 millimètre par année dans les tourbières canadiennes, on estime que la tourbière Red Mill pourrait avoir entre 2000 et 4000 ans. Donc, les milieux humides que contient la tourbière ont une grande valeur aussi dans l'adaptation au changement climatique. Euh, Entre autres grâce à leur capacité à stocker et capter le CO2, à filtrer naturellement les eaux de surface et les eaux souterraines et à réguler le débit d'eau, ce qui permet de limiter les inondations. Le complexe de milieux humides de la tourbière Red Mill est très riche, que ce soit en termes de diversité d'habitat, d'espèces fauniques et floristiques ou encore en ce qui concerne les ressources naturelles,
qu'on peut y trouver. Donc, on avait une courte vidéo à vous présenter. On a eu la chance plus tôt au cours du projet d'aller survoler la tourbière en drone. Puis on avait compilé certaines images pour vous créer une vidéo. Malheureusement, la qualité du vidéo, quand elle est diffusée comme ça sur Teams, elle n'est pas super. Mais on tenait quand même à vous partager certains extraits. Je vous la mets en pleine. On est allé à l'automne, comme vous pouvez le voir, là, les couleurs sont super belles. Donc, on voit ici un super beau milieu forestier. Si on avance un peu plus loin, ici, on a un autre milieu naturel, là, comme vous voyez, un milieu qui est ouvert. On a aussi un super beau milieu humide, là, juste ici, et hydrique, puis en arrière, là, le fleuve. Donc, c'est vraiment là, un beau milieu naturel. Évidemment, la vidéo montrait là, on veut plus de détails, la diversité des habitats, mais c'est quand même des belles images qui sont capables de nous montrer un petit exemple là, de ce que la tourbière peut contenir comme milieu naturel quand on la traverse à vol d'oiseau. Donc, je passerai à la section suivante. Je m'attends à entrer dans le vif du sujet puis présenter les guides des milieux naturels qui ont été montés par Nature Action Québec pour présenter un peu la diversité de la tourbière. Donc, à l'écran, vous voyez la page couverture des guides. Donc, on a que rédiger un guide pour chaque municipalité qui touche à la tourbière. Je les répète, on a Batiscan, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Champlain, Saint-Maurice, Saint-Luc-de-Vincennes et Trois-Rivières. Donc, dans chaque guide, vous allez donc trouver différentes sections qui présentent les milieux naturels qui sont propres à chaque municipalité. Donc, par exemple, si vous téléchargez le guide de Champlain, vous allez pouvoir lire sur les milieux humides de Champlain, sur les milieux forestiers de Champlain, etc., toujours en se concentrant sur la portion de la municipalité qui se trouve sur le secteur à l'étude, donc sur la tourbière. Donc, dans les prochaines diapositives, on va présenter les différentes sections qui se trouvent dans tous les guides. Puis, on a choisi une municipalité différente à chaque fois pour vous donner des exemples qui sont concrets. Donc, que vous soyez un citoyen d'une de ces municipalités-là, que vous soyez propriétaire d'un terrain dans la tourbière ou simplement parce que vous êtes tout simplement curieux d'en apprendre un peu plus sur les beaux milieux naturels qu'on a au Québec, vous êtes invité à télécharger nos guides et à les consulter. On va vous partager un lien là, plus tard dans la présentation. Donc, la première section des guides, elle présente un portrait de la municipalité sur laquelle le guide se concentre. Donc, on va prendre ici le cas de Saint-Luc-de-Vincennes. On y présente les différentes occupations du sol et certains enjeux municipaux en matière d'environnement. On parle entre autres là, de la fragmentation des milieux naturels en lien avec l'urbanisation, puis de l'importance des services écosystémiques et des corridors écologiques dans un milieu urbain. À Saint-Luc-de-Vincennes, on constate que les milieux humides et forestiers ils sont dominants sur le territoire de la tourbière, alors que quand on va plus dans les zones anthropisées, hein, c'est-à-dire les zones qui ont été modifiées par l'être humain, c'est plutôt les zones agricoles qu'on retrouve. Donc, pour en apprendre un peu plus sur comment ces milieux naturels-là, ils peuvent être bénéfiques pour le territoire et comment les entretenir et les préserver, mais on va passer aux sections suivantes des guides. Dans la deuxième section des guides, on analyse les milieux humides, leur répartition, puis les différents types de milieux qu'on peut trouver pour chacune des municipalités. Donc, dans le guide, vous allez trouver une carte de répartition des milieux humides qui est propre à chaque municipalité, une description de l'importance de ces milieux-là pour la tourbière et des conseils pour conserver les caractéristiques naturelles des milieux humides sur vos propriétés. Donc, on va prendre comme exemple la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Donc, un milieu humide, qu'est-ce que c'est? C'est un site saturé ou inondé d'eau pour une période suffisamment longue pour que ça influence la nature du sol ou la composition de la végétation qu'on y retrouve. Donc, les milieux humides, ça joue un rôle clé dans l'équilibre des écosystèmes, notamment en abritant et en supportant une biodiversité qui est importante. Donc, les milieux humides agissent également comme des filtreurs naturels. Ils améliorent la qualité de l'eau naturellement. Ils sont aussi souvent comparés à des éponges en raison de leur capacité à absorber des grandes quantités de précipitations, prêts à prévenir les risques d'inondation et d'érosion des rives. On a un total de 213 hectares de milieux humides qui sont présents à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, qui comprennent des tourbières boisées, des tourbières ouvertes de type bog, des marécages et des prairies humides.
Donc ça ici, c'est un exemple de carte que vous allez pouvoir trouver dans les guides. C'est qui présente la répartition des différents milieux humides sur le territoire de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. On voit ici là, les différents types de milieux humides qu'on peut retrouver. Puis si on va plus précisément dans c'est quoi exactement les milieux humides qu'on trouve sur cette municipalité-là, mais on a les tourbières. Donc les tourbières, c'est des milieux humides avec une nappe phréatique qui est élevée, puis qui sont composés de tourbes, donc souvent issus de la végétation qui aurait autrefois envahi un lac, par exemple. Donc la tourbe, c'est le produit de la décomposition d'un végétal quand cette décomposition-là, elle se fait sans la présence d'air. La composition végétale d'une tourbière, ça varie en fonction de différents facteurs physico-chimiques, d'un milieu. Donc, on identifie trois types de tourbières. On a les tourbières ombrotrophes ou de type bog, comme je mentionnais plus tôt, les tourbières minérotrophes ou phènes et les tourbières boisées. Les tourbières boisées, c'est eux qui couvrent la plus grande partie des milieux humides de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, soit environ 124 hectares. On a aussi des tourbières bog, comme je le mentionnais plus tôt, mais elles couvrent une plus petite zone là, de 9 hectares seulement. On a ensuite des marécages. Les marécages, ils sont caractérisés par une présence importante d'arbustes ou d'arbres. Donc, on y retrouve de l'eau stagnante durant une bonne partie de l'année. C'est des sites où on a une bonne production biologique, c'est-à-dire qu'on y trouve une bonne accumulation de biomasse. La biomasse, qu'est-ce que c'est? C'est la masse totale de matière vivante qui se trouve dans un écosystème. Donc, les marécages recouvrent quand même une bonne superficie là, de la municipalité, environ 80 hectares. Là. Finalement, on a aussi des marais. Donc, les marais, c'est un milieu humide où l'eau stagnante, elle est peu profonde, puis qui sont composés principalement d'herbacées. Un herbacée, c'est une plante qui est dite non ligneuse. Ça veut dire que sa tige, elle n'a pas la consistance du bois comme un arbre, là, par exemple. Donc, les prairies humides dont je parlais un peu plus tôt, c'est un type de marais. Donc, on a une faible proportion de prairies humides là, qui est présente sur la municipalité. On parle d'à peine 1 hectare. Si parmi les milieux humides que je viens de décrire, vous en reconnaissez qui se trouveraient peut-être sur votre propriété, on vous propose là, dans les guides certains conseils pour en prendre soin. Entre autres, créer ou maintenir des bandes riveraines de 10 à 15 mètres autour des cours d'eau. On vous propose aussi de préserver vos milieux humides en évitant de les drainer pour y construire quelque chose, par exemple, et d'éviter d'y aménager des sentiers ou des chemins. La compaction, ça a un impact vraiment néfaste sur les milieux humides. Ça modifie le cycle de l'eau, le drainage, donc ça peut nuire au milieu. Si vous avez besoin de plus d'informations concernant les milieux humides ou votre propriété, vous pouvez contacter la SAMBA, qui est un organisme de bassin versant qui offre des services conseils en milieu humide et hydrique. Euh, Comme je vous l'ai mentionné plus tôt, ces conseils-là se retrouvent également dans les guides de milieux naturels que NAC a montés. Donc, si on passe à la section suivante des guides, on traite des milieux forestiers, puis on prend comme exemple ici la municipalité de Saint-Maurice. Donc, dans cette section-là, on analyse les milieux forestiers, leur répartition, les différentes essences d'arbres qu'on peut y trouver. Donc, dans le guide, vous allez trouver une carte de répartition des milieux forestiers qui est propre à chaque municipalité, une description de l'importance de ces milieux-là pour la tourbière et des conseils pour conserver les caractéristiques naturelles des milieux forestiers de votre propriété. Un milieu forestier, qu'est-ce que c'est? C'est un milieu qui est relativement étendu, principalement composé d'arbres, d'arbustes et de plantes indigènes, avec un couvert qui est plus ou moins dense. Les milieux forestiers, c'est des écosystèmes qui sont importants. Ils captent le CO2 pour en faire de l'oxygène, ils consolident la connectivité entre différents milieux naturels et ils fournissent habitat et nourriture pour un vaste éventail d'espèces. Donc, la portion de la tourbière Red Mill qui se trouve sur le territoire de Saint-Maurice compte environ 800 hectares de milieux forestiers. On y trouve à la fois des peuplements feuillus, des peuplements mixtes et des peuplements résineux. Donc, les peuplements feuillus qui sont représentés sur la carte ici par la couleur vert forêt, c'est des milieux forestiers où les essences de feuillus, elles sont dominantes. C'est-à-dire que on trouve des feuillus à 75% au moins, là. Donc, à Saint-Maurice, les peuplements feuillus, ça représente plus de la moitié des peuplements. On en a vraiment beaucoup.
Puis, c'est principalement des érablières et des peupleraies. On a représenté en vert pâle ici les peuplements mixtes. C'est des milieux forestiers où on retrouve à la fois des essences de feuillus et de résineux, mais où on n'a aucune de ces deux espèces, de ces deux essences-là qui est dominante. Donc, c'est des peuplements qui sont super intéressants là, d'un point de vue biologique, les peuplements mixtes, parce que plus on a une grande variété d'essences, mais plus on a une grande variété d'habitats et de nourriture, donc plus ça fait des habitats qui sont riches. À Saint-Maurice, ces peuplements-là, ils représentent environ 14 des milieux forestiers. Et finalement, la couleur olive représente les peuplements résineux. Vous l'aurez deviné, c'est des milieux forestiers où les essences résineuses sont présentes à au moins 75 À Saint-Maurice, ces peuplements-là, ils couvrent environ 31 des milieux forestiers qui se trouvent dans la tourbière. Donc, si vous avez un milieu forestier sur votre propriété, on vous conseille de prendre certaines actions pour les entretenir. Donc, on vous conseille de conserver environ 10 chicots par hectare. C'est quoi un chicot? C'est un arbre mort qui est debout, tout simplement. On vous conseille aussi de conserver les branches ou les troncs d'arbres au sol. Les arbres morts, les troncs d'arbres, les branches, c'est des milieux qui sont très riches en vie, hein. Ça fait partie des milieux les plus vivants d'une forêt. Donc, c'est vraiment bénéfique pour la biodiversité de les laisser où ils sont. Et on vous conseille également de conserver des arbres d'espèces variées. Comme je vous le mentionnais tantôt, plus une forêt est diversifiée en termes d'espèces, plus elle est riche en termes d'habitat et de nourriture. Si vous avez des questions concernant vos milieux forestiers ou sur leur gestion durable, vous pouvez contacter l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées mauriciennes, qui s'appelle aussi AMFM, qui est un organisme qui a pour mission d'orienter et de développer la mise en valeur des forêts privées de la Mauricie dans une perspective d'aménagement durable. La section suivante des guides, elle porte sur les milieux agricoles. Puis c'est la ville de Batiscan qu'on va prendre en exemple ici. Donc, on a choisi de prendre en considération les milieux agricoles pendant notre analyse de la tourbière. Premièrement parce qu'ils font partie intégrante de la réalité du secteur, on en voit beaucoup sur le territoire, mais aussi parce que même si on ne les considère pas nécessairement comme des milieux naturels, ils jouent quand même un rôle important pour le maintien de la biodiversité d'un milieu. Donc, on a plusieurs espèces animales qui utilisent les terres agricoles, par exemple, pour chasser ou pour nicher. Les milieux ouverts, selon notre analyse à nous du territoire, ils correspondent à tout milieu agricole, agroforestier ou en friche. Donc, dans la section sur les milieux agricoles et ouverts, vous allez trouver une carte de répartition des milieux propres à chaque municipalité, une description de l'importance de ces milieux-là pour la tourbière et des conseils pour conserver leurs caractéristiques naturelles sur vos propriétés. La municipalité de Batiscan, elle compte plus de 93 hectares de milieux ouverts, agricoles ou encore en friche. Les milieux agricoles, malheureusement, ils peuvent être néfastes pour les milieux naturels qui se trouvent à proximité. Donc, pour limiter leur impact, vous pouvez installer, entre autres, une zone tampon entre les milieux naturels et les milieux agricoles. Une zone tampon, qu'on va vous mettre en surbrillance ici, c'est un espace de transition, en fait, entre les champs agricoles et les milieux naturels. Donc, on voit que ce pas des espèces qui sont cultivées, là, c'est vraiment laissé à l'état naturel. Euh, donc, l'eau qui provient généralement là, des champs est souvent chargée de polluants qui proviennent de l'activité agricole. Puis, si ces polluants-là ne sont pas interceptés, bien, ils peuvent contaminer les milieux humides et hydriques, en fait, les milieux naturels là, environnants. Donc, la zone tampon, elle, son rôle, c'est vraiment de venir aider à intercepter ces polluants-là, puis les empêcher de se retrouver dans les milieux naturels. On parle également beaucoup dans les guides de friches. Donc, une friche, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un espace ouvert qui a été laissé à l'abandon à la suite de la cessation d'une activité agricole, donc que l'activité ait été agroforestière ou non. Les friches abritent une belle diversité d'habitats, entre autres pour les espèces des milieux ouverts comme les oiseaux champêtres. C'est aussi des terrains de chasse pour les oiseaux de proie qui peuvent y repérer de loin des petits rongeurs. D'ailleurs, il y a des oiseaux champêtres qui ont été aperçus sur le territoire de la municipalité de Batiscan. On parle entre autres de la crisserelle d'Amérique. Cette espèce-là, elle se nourrit de petits rongeurs, de petits oiseaux et d'insectes. C'est donc un allié pour les activités agricoles, contrairement aux idées préconçues qui
disent que les oiseaux sont pas nécessairement bénéfiques pour les milieux, là, on a vraiment un exemple comme quoi ils le sont réellement. Donc, si vous avez des milieux comme ceux-là, là, ouverts ou agricoles sur vos propriétés, on vous fournit quelques conseils pour aider à maintenir la biodiversité de votre milieu. Donc, on vous conseille d'aménager des bandes riveraines, des haies brise-vent et des bosquets d'arbres et d'arbustes diversifiés autour de vos milieux agricoles et ouverts, d'installer des nichoirs et de planter des perchoirs. Encore une fois, c'est pour attirer là, les oiseaux à habiter votre secteur, puis à vous aider aussi dans la gestion de la petite peste. Et à l'automne, on vous conseille de retarder la fauche des terres en friche ou en jachère. Si vous avez plus d'informations concernant les milieux ouverts et agricoles, si vous voulez plus d'informations, pardon, vous pouvez contacter l'Ordre des agronomes du Québec qui offre des conseils en compétences agronomiques durables. Donc, il y a certains organismes de conservation locaux qui peuvent aussi là, vous appuyer dans vos démarches si jamais vous avez besoin d'aide. Donc, en plus des différents milieux naturels analysés pour mieux comprendre la tourbière Renmill, l'équipe de travail, on s'est également penché sur des observations d'espèces végétales et animales dans la région. Ici, pour notre exemple, on va se concentrer sur la municipalité de Champlain. Donc, les données recueillies, elles proviennent principalement d'observations citoyennes, de nos observations de terrain à nous dans le secteur, mais aussi du CDPNQ. Le CDPNQ, c'est le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. Donc, un fait important à mentionner, en tout cas, ou intéressant, c'est que les observations puis les inventaires au centre de la zone de la tourbière sont presque inexistants. Euh, donc, la plupart des espèces qui vont être mentionnées là, ont été observées le long de l'autoroute 40 ou le long d'un axe routier quelconque. Donc, il y a plusieurs raisons là, qui peuvent expliquer cette réalité-là, entre autres le manque puis la difficulté d'accès là, à ces milieux naturels. Donc, l'absence de données, elle confirme en fait que le milieu mérite d'être exploré et compris davantage. Euh, donc, c'est en connaissant un peu mieux les espèces floristiques et fauniques qui se trouvent dans un milieu qu'on est capable de prendre des actions qui sont un peu plus ciblées, un peu plus efficaces pour assurer le maintien de la diversité. Donc, à Champlain et à proximité, il y a certaines espèces à statut qui ont été découvertes. Donc, au Québec, une espèce obtient un statut quand elle vit en situation qui est dite précaire. Donc, il y a 3 statuts au Québec selon le rang de précarité qui est évalué par le gouvernement. Donc, une espèce peut être dite menacée, vulnérable ou encore susceptible d'être désignée comme menacée ou vulnérable. Un bon exemple d'espèce à statut qui a été trouvé à Champlain, c'est la salamandre à 4 orteils. C'est une espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable. Donc, la salamandre à 4 orteils, elle vit que dans un certain type très précis d'habitat. Ça peut être une forêt feuillue ou une tourbière boisée, mais ça lui prend un sous-bois humide avec des tapis de mousse de sphaigne. La survie de la salamandre, elle dépend de la pureté de l'eau et des cuvettes humides de son environnement. Donc, le fait qu'on en ait aperçu des salamandres, le fait que sa présence a été notée sur le territoire de la tourbière, c'est un signe positif que les milieux humides ont une bonne qualité d'eau et sont donc en santé. Un autre exemple d'espèce à statut floristique, cette fois, c'est la listère du Sud, qui est menacée au Québec. Donc, on la retrouve là, dans très peu de régions. Le MEL-CCFP estime sa population à environ 3000 plants seulement, donc c'est très, très peu. Elle croît près des tourbières ombrotrophes dont on parlait un peu plus tôt. Et les menaces principales à sa survie, c'est la modification du traînage. Donc ça peut être, par exemple, quand il y a une inondation d'un milieu pour de l'activité agricole, par exemple, ou encore de la circulation en véhicule tout-terrain. On se rappelle, la compaction du sol, c'est aussi super néfaste là, pour les milieux humides. Euh, Autre fait intéressant, la tourbière, c'est aussi un habitat qui est riche en chauves-souris. Le Québec compte 8 espèces de chauves-souris différentes, puis elles ont toutes été entendues sur le territoire de la tourbière, ce qui est vraiment, vraiment exceptionnel. Sur les 8 espèces, on en a 7 qui ont un statut de protection, que ce soit au provincial ou au fédéral. Les chauves-souris, c'est vraiment un allié pour les milieux agricoles parce qu'elles se nourrissent de beaucoup d'insectes. Donc, avoir des chauves-souris à proximité, ça réduit la nécessité d'utiliser des pesticides, puis ça contribue aussi à la pollinisation des plants et le transport des graines. C'est pas juste les abeilles qui font de la pollinisation.
La biodiversité de la tourbière, elle s'arrête pas là. On trouve plusieurs plantes et espèces fauniques qui sont un peu insolites. Par exemple, en traversant la tourbière à pied, on peut tomber sur une plante carnivore. On parle pas des grosses plantes, évidemment, là, à grande bouche comme on voit dans les films. On parle plutôt de petites plantes là, très, très cute comme la sarracénie et la drosera qui sont très colorées. On peut aussi apercevoir en vol le martinet ramoneur, qui est un oiseau qui a les pattes tellement courtes qu'il peut seulement s'accrocher à des surfaces qui sont verticales, comme des troncs d'arbres creux ou des vieilles cheminées, par exemple. On a aussi le dard des sables qui a été observé sur la tourbière Red Mill. Le dard des sables, c'est un tout petit poisson. Il peut atteindre un gros 70 mm de long. Puis sa présence, elle signifie généralement que l'eau des ruisseaux est de bonne qualité. Évidemment, quand on utilise des fertilisants, des pesticides et autres contaminants, ben, ça peut grandement nuire à son habitat. On le devinera. En gros, ce qu'il faut retenir, pas nécessairement les espèces précises, mais que la tourbière, c'est un milieu naturel qui est complexe et diversifié, puis qui abrite une panoplie d'espèces fauniques et floristiques qui sont tout autant diversifiées. Donc, c'est vraiment un milieu super riche, super intéressant. Donc, dans la section suivante des guides, on aborde les espèces exotiques envahissantes, plus précisément les espèces végétales exotiques envahissantes qu'on peut trouver dans la tourbière. Donc, leur présence, ça nuit au milieu naturel de plein de manières différentes, hein. Comme son nom l'indique, une espèce exotique envahissante, elle est très compétitrice une fois qu'elle est introduite dans un secteur. Donc, elle est généralement capable de prendre la place d'espèces indigènes. Une espèce indigène, c'est une espèce qui est originaire de son lieu de croissance et de reproduction. Et l'espèce exotique envahissante, elle va les remplacer complètement ou presque, hein, de là le nom envahissant. Elle envahit complètement le territoire. Donc, vraiment, là, elle peut faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'autres espèces ou qu'il y ait une réduction drastique là, de la diversité du milieu. Les espèces végétales exotiques envahissantes, elles peuvent se répandre puis aller jusqu'à modifier la composition, la structure et le fonctionnement d'un écosystème dans lequel elles sont introduites. Donc, connaître un peu les espèces végétales exotiques envahissantes qui se trouvent sur un territoire, c'est quand même un moyen d'évaluer la qualité d'un milieu naturel, puis son intérêt à être protégé. Donc, si on a un milieu ouvert en friche, on en parlait un peu plus tôt, qui est complètement envahi par le phragmite, que vous voyez là en haut de l'écran, ben, il peut être bénéfique de prendre des mesures puis de prendre des efforts pour éliminer le phragmite puis restaurer le site à son état naturel. Ça permettrait que le milieu soit à nouveau un espace de qualité pour des espèces qui en dépendent. On en a discuté un peu plus tôt là, de comment est-ce qu'on avait une belle diversité d'espèces qui profitaient de ce type de milieu-là quand on a une belle diversité là, de milieux, d'espèces sur le milieu. Euh, En plus de ça, justement, un milieu d'une biodiversité riche, ben, il est plus apte à être résilient. Résilient, c'est-à-dire à survivre à des stress comme, par exemple, des épidémies d'insectes ravageurs. Donc, si on trouve, par exemple, une seule essence d'arbre dans une forêt, puis qu'on a un insecte qui est introduit puis qui s'attaque à cette essence-là très précisément, ben, bientôt, on n'aura plus de forêt. Donc, au contraire, si on retrouve dans un milieu forestier plusieurs essences différentes, ben, le milieu a plus de chances de survivre à l'épidémie, puis de continuer à remplir ses services écosystémiques et à être un bon habitat. Donc, c'est la même chose pour tout type de milieu naturel, en fait. Donc, dans cette section-là du guide, Nature Action Québec présente quelques espèces végétales exotiques envahissantes qui se trouvent dans le secteur de la tourbière Mill et leurs impacts sur la biodiversité du milieu où ils s'implantent. Par exemple, ici, on a pris le cas de la ville de Trois-Rivières. Donc, on y présente le roseau commun, le phragmite, la renouée du Japon et le nerf brun, qui sont trois espèces assez répandues dans la tourbière. Ils sont également assez répandus là, dans le sud du Québec. À la fin de chaque guide, on retrouve la même section, soit une présentation des différentes options de conservation qui sont possibles. On a également une déclaration d'intention. Je vais vous en parler juste un peu plus tard. Donc, le but des guides, évidemment, c'est pas de vous convaincre de céder vos terres ou de les vendre à NAC, bien au contraire. C'est plutôt de vous fournir puis de fournir aux propriétaires des informations puis une connaissance un peu plus approfondie de son terrain. Euh, mais aussi de comprendre comment est-ce que son terrain s'inscrit dans un territoire qui est beaucoup plus vaste que juste les limites de sa propriété.
La tourbière Red Mill, elle mérite d'être protégée, hein, on l'a bien vu, c'est un beau milieu naturel. Puis ce guide, il fournit aux propriétaires différents conseils pour participer à sa conservation, à sa préservation, à son maintien. La conservation, ça reste quand même un bon outil, un outil efficace pour la protection d'un milieu naturel. Donc, un propriétaire intéressé va trouver dans cette section-là les différents degrés de conservation possibles qui s'offrent à lui, certains qui lui permettent de rester propriétaire de sa terre, puis les différents engagements qu'il peut prendre pour contribuer à la protection des milieux naturels. Un de ces engagements-là, c'est la déclaration d'intention. Donc, une déclaration d'intention, c'est un engagement moral d'un propriétaire qui repose, pardon, sur l'honneur. Donc, il n'y a pas de documents légaux, là, c'est vraiment juste une déclaration d'intention, justement. Donc, j'ai l'intention de protéger ma terre. Donc, par lequel le propriétaire, quand il la signe, ben, il manifeste le désir de conserver les attraits naturels de sa propriété. On a, comme je le disais plus tôt, une déclaration d'intention qui se trouve à la fin des guides. Donc, un propriétaire qui serait intéressé peut aller la remplir et l'envoyer à NAC par courriel. Donc, où est-ce qu'on trouve ces fameux guides des milieux naturels-là, ces merveilleux guides créés par NAC? Mais vous pouvez tout simplement, avec votre téléphone intelligent, scanner le code QR qui se trouve à l'écran. Si, comme moi, vous avez un vieux téléphone puis vous êtes peut-être un peu moins à l'aise avec ce type de technologie-là, c'est également possible de le consulter via le site web de la MRC des Chenaux. Puis ça va aussi vous être partagé là, via un article par courriel euh, qui va vous être envoyé à la fin de la présentation. Donc, comme mentionné, à différents moments de la présentation, il est toujours possible de contacter des organismes locaux si vous avez des questions un peu plus poussées sur votre propriété ou sur les milieux naturels autour de chez vous. Euh, donc, on tient à remercier d'ailleurs là, chacun des organismes parce qu'on a vraiment eu besoin de leur soutien tout au long du projet, puis ils nous ont apporté beaucoup de support. Donc, merci beaucoup là, à chacun de ces organismes-là. Donc, on serait maintenant rendu déjà, mon Dieu, c'est allé vite, à la période de questions. Je vais céder la parole à ma collègue Léa. Elle est prête à vous répondre. Je vais peut-être ouvrir un peu plus mon écran pour pouvoir accéder à la conversation. Donc, est-ce qu'on avait des questions? Là, je vois une petite Merci. correction de de ma collègue. Merci Léa pour la précision, en Pas de effet. souci. Merci beaucoup, Catherine. C'était une belle présentation. Juste à la diapo d'avant, on remercie tous les organismes et puis que vous pouvez contacter si vous avez des questions un peu plus. On a oublié de mettre NAC dans Ah! la direction dans ces organismes, mais évidemment, vous pouvez nous contacter aussi si vous avez des questions. Euh, on vous répondra avec plaisir. Donc, j'ai une question ici de Madame Dumont qui nous demande comment faire pour s'y retrouver ou trouver des ressources pour nous aider à conserver nos milieux. Oui. Ben en fait, les guides se veulent une première étape, donc ça vous permet un peu d'en connaître un peu plus sur les différents milieux. Puis, c'est ça, chaque section, milieu forestier, milieu humide, milieu ouvert, il y a une petite boîte, un petit encadré qui vous donne certaines informations et gestes euh, qu'on pourrait dire de base que vous pouvez faire qui vont aider à protéger le milieu, en fait, à le conserver. Si vous voulez aller plus loin, justement, là, je vous dirais de contacter un organisme de conservation qui pourrait voir avec vous un peu qu'est-ce que euh, vous êtes prêt à faire et jusqu'où vous voulez aller pour la protection. Parce que comme l'a bien dit Catherine tout à l'heure, ça peut être juste des intentions, donc mettre en place certaines pratiques qui vont favoriser le maintien du milieu, mais ça peut aller aussi à vendre le terrain à un organisme de conservation qui va en faire la gestion. Donc entre ces deux-là, ben, il y a toute une palette de possibilités. Et toutes sont valables. Toutes, en fait, ensemble, participent à la protection de la tourbière. On nous demande si on a le temps de montrer où sont les guides sur le site. Je peux peut-être
On a la MRC des Chenaux, Je peux justement, m'en qui partage. occuper. Ben oui. Puis sinon, moi, Super. je vais vous envoyer un lien d'un article qui résume le projet et si vous descendez un peu la page, il y a les 6 guides qui sont compris. Merci beaucoup, ben, ça fait plaisir. Est-ce qu'on avait d'autres questions sur la présentation d'aujourd'hui ou des précisions peut-être sur des sujets qui ont été abordés un peu rapidement peut-être ou Parfait. Ben, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions là, une fois que vous avez dormi un peu sur le contenu de la présentation, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Je céderai peut-être la parole à Léa pour conclure là, la présentation d'aujourd'hui. OK. Euh, En fait, je reviendrai un petit peu juste sur l'origine des guides, en fait, pourquoi on a décidé de se lancer dans ce projet puis de les faire. Donc là, ça date peut-être déjà d'il y a 1 ou 2 ans. Le temps passe vite. Mais il y avait eu une rencontre de concertation, consultation des acteurs du territoire, notamment en lien en fait avec la rédaction des PRCMHH. Donc ça, c'est les plans régionaux PRCM pour les milieux humides et hydriques. Donc c'était différents organismes doivent euh, se concerter donc pour identifier les milieux humides et puis voir comment les protéger. Ce qui était ressorti de cette consultation, un des éléments, c'est qu'il manquait beaucoup d'informations, de vulgarisation et de compréhension sur les milieux humides notamment. Donc, l'idée là de créer un document, un média de vulgarisation qui montre aussi des belles photos. Je pense que des belles photos, des belles images. Je regardais, je voyais juste certains visages tout à l'heure, mais quand on montrait la salamandre à 4 orteils ou les espèces, là, les gens se rapprochaient un petit peu de l'écran pour voir euh, ces espèces-là. Donc, je pense que ça parle beaucoup aux gens. Donc c'est un peu ça l'origine, là, de vraiment fournir un peu plus de documentation, de vulgarisation de ces milieux naturels, puis des ressources. Donc on a nommé certains organismes, mais ce n'est pas les seuls qui sont présents. Conservation de la Nature Canada est aussi présent en Mauricie, travaille sur d'autres tourbières dans d'autres secteurs. On a parlé de la Samba, il y a la ville de Trois-Rivières, il y a la MRC des Chenaux, les entreprises ou organismes pour la production forestière, les clubs conseils en agriculture. Donc tout ça, c'est des organismes que vous pouvez consulter qui peuvent donner des informations et aider à, à protéger. Voilà pour ça. Le dernier point, puis je pense que je l'ai déjà dit, c'est qu'il y a toute une palette de possibilités pour protéger les milieux naturels. Donc, on ne veut pas forcément mettre une cloche de verre sur les milieux. Il y a certains endroits, peut-être, selon les points de vue de biologistes comme moi, qui ont une particularité qui mériterait d'être protégée plus, plus sérieusement, on va dire. Mais après, la protection, c'est pas du tout incompatible avec la production forestière, avec la production agricole ou certains usages. C'est juste d'avoir les bons réflexes, les bons gestes et d'harmoniser un peu tout ça. Donc voilà, ça fait un peu la conclusion de cette présentation des guides.